Il n'était qu'un père célibataire livrant des repas à la mauvaise adresse. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme qui lui avait ouvert la porte était une milliardaire solitaire. Et cette simple erreur allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Avant de commencer l'histoire, que pensez-vous de nos récits? Depuis combien de temps nous suivez-vous? N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions vous proposer des histoires encore meilleures. La pluie a commencé par un murmure, un léger tapotement contre le pare-brise fissuré du minibus avant de se transformer en un tambourinement régulier qui brouillait le monde. Dehors, dans les traînées grises et néons, Léo a grippé le volant, les jointures blanchies, non pas à cause du temps, mais à cause de l'angoisse silencieuse et lancinante qui s'était installée de façon permanente dans sa poitrine. Le voyant de la jauge d'essence était allumé depuis 10 miles. Un signal orange clignotant qui lui rappelait la réalité, à côté de lui, sur le siège passager. Sa fille de 8 ans, Maya, fredonnait une chanson sans mélodie, son souffle formant un petit cercle de buée sur la vitre. Elle dessinait un cœur asymétrique du bout du doigt, complètement inconsciente du poids qui pesait sur les épaules de son père. C'était leur 3e livraison de repas de la soirée, et la rémunération couvrait à peine le prix de l'essence nécessaire pour arriver jusqu'ici. Encore 5 livraisons, et peut-être qu'ils auraient assez pour faire les courses du lendemain, et pour payer la facture d'électricité en retard qui se trouvait pliée dans sa boîte à gants, un rappel blanc criant de leur situation précaire. Maya leva ses yeux brillants, perçant l'obscurité de la voiture. « Papa, on est bientôt arrivé ?» Sa voix était une petite encre dans la tempête de ses pensées. « Oui, ma puce, encore quelques minutes. » Il esquissa un sourire, espérant qu'il ne semblait pas aussi fatigué qu'il l'était. L'adresse sur son téléphone les éloigna du réseau familier de supérettes et de laveries automatiques de la ville pour les mener dans un quartier où les maisons étaient plus espacées, cachées derrière de hauts portails et de longues allées sinueuses. Il ralentit le minibus, le moteur pétaradant, en signe de protestation, alors qu'il empruntait une rue bordée de haies soigneusement taillées qui ressemblaient davantage à des murs verts. La destination finale était un manoir, un mot qui semblait trop petit pour désigner la structure tentaculaire en pierre et en verre qui se dressait au bout d'une allée privée. Elle n'était ni chaleureuse ni accueillante. Elle ressemblait à une forteresse construite pour tenir le monde à l'écart, et non pour l'accueillir. Léo s'arrêta devant le portail, ses phares éclairant un élégant interphone noir. Il vérifia à nouveau l'adresse, puis le nom sur le bon de livraison, une simple initiale V. Cela semblait incorrect. Tout cela. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on commandait un simple sac de plats à emporter dans un restaurant de nouilles du centre-ville, mais l'application insistait pour dire que c'était bien là. Il appuya sur le bouton. Le silence qui suivit était si complet qu'il semblait plus lourd que la pluie qu'il s'apprêtait à quitter. Il supposa qu'il s'agissait d'une blague ou d'un bug du système. Lorsque les imposants portails en fer s'ouvrirent sans un bruit, l'invitant à entrer dans un monde auquel il n'appartenait pas, l'allée était plus longue que tout son pâté de maisons, pavée de pierres sombres et lisses qui rendaient les pneus usés du minivan incroyablement bruyants. Léo se gara près de l'entrée, une arche tentaculaire éclairée par de douces lumières encastrées qui faisaient danser la pluie comme des diamants sur le trottoir. Il attrapa le sac de nourriture dont la chaleur s'estompait déjà et prit une profonde inspiration avant de sortir dans le froid. Maya l'observait depuis la voiture, le visage collé à la vitre, un petit pli inquiet entre les sourcils. Il lui fit un rapide signe du pouce, une promesse silencieuse. Il reviendrait tout de suite. La porte d'entrée était une solide dalle de bois sombre, imposante et silencieuse. Il frappa une fois, puis 2 fois, ses jointures s'enfonçant dans la surface froide avec un son qui semblait avalé par la taille imposante de la maison. Il attendit, passant son poids d'un pied à l'autre. La pluie trempant sa fine veste, il était sur le point d'abandonner et de laisser la nourriture sur le pas de la porte avec une note indiquant « livré ». Lorsque la porte s'ouvrit, un rayon de lumière dorée et chaude se répandit sur la pierre humide et une femme apparut. Elle n'était pas comme il l'avait imaginé. Elle était grande et mince. Ses cheveux noirs étaient attachés en un chignon désordonné dans la nuque, et elle portait une simple robe de chambre en soie qui semblait coûter plus cher que son loyer. Mais ce sont ses yeux qui l'ont captivée. Ils étaient grands et inquisiteurs, remplis d'une profonde solitude qui semblait faire écho au vide de la maison derrière elle. Elle le regardait, non pas comme un livreur, mais comme un fantôme qui était apparu à sa porte sans prévenir. « J'ai une livraison pour V », dit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Elle cligna des yeux, comme si elle mettait un moment à comprendre ses paroles. « Oh !»
dit-elle doucement. Je n'ai rien commandé. Léo ressentit une sensation familière de nœud à l'estomac, un mélange de frustration et d'épuisement. Il sortit son téléphone pour lui montrer l'écran, mais ce faisant, il remarqua que son visage était pâle, que ses mains tremblaient légèrement et qu'elle s'appuyait contre le cadre de la porte comme pour se soutenir. « Ça va ?» demanda-t-il, la question lui échappant avant qu'il ne puisse la retenir. Elle sembla surprise par son inquiétude. Son regard passa rapidement de la nourriture dans sa main à son visage, et pendant un instant, autre chose que la solitude apparut dans ses yeux. De la confusion peut-être, ou une lueur qu'il ne pouvait nommer. « Je vais bien », répondit-elle, mais sa voix était faible, peu convaincante. Léo regarda le sac de nourriture, puis il la regarda à nouveau et pensa à Maya, qui l'attendait dans la voiture, à l'essence que ce trajet avait coûté, aux heures qu'il leur restait à travailler. Mais il vit aussi les ombres profondes sous les yeux de la femme, la façon dont elle semblait se tenir à bout de force. Il prit une décision que son portefeuille allait contester, mais que sa conscience ne pouvait entendre, dit-il en lui tendant le sac. « Vous devriez le prendre. » Elle le regarda, perplexe. « Mais je ne l'ai pas payé, c'est pour moi, » dit Léo en haussant les épaules. « Considérez cela comme un heureux hasard. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais il s'était déjà détourné. « Mange quelque chose », lui lança-t-il par-dessus son épaule avant de courir sous la pluie vers son minivan. Il ne se retourna pas, mais il pouvait la sentir. Ses yeux posés sur lui, un point d'interrogation silencieux dans le vaste silence vide de son monde parfait et lisse. Il se glissa sur le siège conducteur, le froid de sa veste mouillée s'infiltrant dans le tissu usé du siège. Maya le regarda, son expression mêlant curiosité et soulagement. Avait-elle aimé le repas? Il démarra le moteur, laissant son grondement familier le ramener à la réalité. « Oui, ma petite, je pense qu'elle en avait plus besoin que nous. » Il éloigna le minibus du manoir, ses lumières dorées rétrécissant dans son rétroviseur jusqu'à ne plus être qu'un autre point sans étoile dans la nuit pluvieuse. Il ne savait pas qui elle était, ni pourquoi elle semblait si perdue dans sa propre maison. Tout ce qu'il savait, c'est que pendant un bref instant, leurs deux mondes s'étaient rencontrés, et qu'il avait choisi la gentillesse. Pour quelques dollars dont il avait désespérément besoin, il espérait que c'était le bon choix. Sarah Finavance resta debout dans l'embrasure de la porte longtemps après que les feux arrière du minibus eurent disparu dans la pluie. Le sac en papier qu'elle tenait dans ses mains était encore chaud. C'était un souvenir tangible de cette étrange et brève rencontre. L'odeur des nouilles et du bouillon se mêlait à l'air froid du hall d'entrée en marbre. Une odeur qui n'avait pas sa place ici, parmi la pierre polie et les œuvres d'art abstraits silencieuses. Elle ferma la porte. Le bruit sourd résonna dans l'espace caverneux. Elle n'avait pas reçu de visite depuis des semaines, pas de vraie visite. Son assistante allait et venait, laissant des classeurs colorés sur l'îlot de la cuisine. Ses gardes du corps patrouillaient dans le domaine. Leur présence était palpable, mais ils restaient invisibles. Cependant, une personne, un inconnu, l'avait regardée et avait vu en elle non pas un nom, mais un être humain, ce qui ne lui était pas arrivé depuis très longtemps. Elle traversa la maison silencieuse, ses pieds nus froids contre le sol. Elle passait devant la salle à manger formelle avec sa table dressée pour 12 personnes, une pièce qui n'avait pas accueilli de dîner depuis plus d'1 an. Elle passait devant la bibliothèque avec ses étagères remplies de livres qu'elle n'avait jamais eu le temps de lire. Elle finissait par arriver dans la cuisine, un espace élégant et stérile avec des comptoirs en acier inoxydable et en quartz qu'un chef privé utilisait 2 fois par semaine pour remplir son réfrigérateur. Avec les repas qu'elle mangeait rarement, elle posait le sac sur l'îlot et en déballait lentement le contenu. Un simple récipient de soupe, un accompagnement de boulettes cuites à la vapeur, une fourchette en plastique enveloppée dans une fine serviette en papier. C'était le genre de nourriture qu'elle mangeait à l'université tard le soir, penchée sur ses manuels dans la bibliothèque. C'était authentique, sans prétention, honnête. Elle le fixa longuement, repensant au visage du livreur, à ses yeux fatigués, à sa veste usée, aux callosités sur la main qui lui avait offert la nourriture sans hésiter. Il l'avait regardée avec inquiétude, sans calcul. Il ne l'avait pas reconnue. Il n'avait pas essayé de lui vendre quelque chose ni de lui demander une faveur. Il avait simplement vu une personne qui semblait avoir besoin d'un repas, et il le lui avait donné gratuitement. Un homme qui n'avait manifestement pas grand-chose à partager lui avait fait ce cadeau. Sans hésitation, cette pensée était si étrangère, si éloignée de son quotidien, qu'elle lui serra le cœur d'un sentiment qu'elle ne pouvait nommer. Elle prit la fourchette et goûta les nouilles. Elles étaient tièdes et un peu salées, mais en les mangeant, seule dans sa vaste cuisine vide,
Sarafina sentit quelque chose changer en elle. Une petite lueur de chaleur dans un endroit qui avait été froid pendant trop longtemps. Elle ne connaissait pas son nom, mais elle savait qu'elle n'oublierait pas sa gentillesse. Le lendemain matin, le ciel était gris et humide. La pluie avait cessé, mais les nuages étaient bas et lourds, comme une couverture de laine humide. Léo se réveilla avant le soleil, le dos endolori après une nouvelle nuit passée à dormir sur le siège conducteur en écorce. Il s'était arrêté dans une aire de repos tranquille après leur dernière livraison, trop épuisé pour conduire pendant 1 heure jusqu'au petit appartement qu'il pouvait à peine se permettre de louer. Maya dormait encore à l'arrière, recroquevillée sous une pile de couvertures, son petit visage paisible dans la pénombre. Il l'observa un instant, le cœur gonflé d'un amour protecteur féroce qui était à la fois sa plus grande joie et son plus lourd fardeau. Elle était la raison pour laquelle il continuait, la raison pour laquelle il avait survécu à la guerre. L'épuisement, l'inquiétude, la peur constante de ne pas être à la hauteur. Il démarra le vin, le moteur tournant avec un gémissement réticent et se rendit dans un restaurant voisin, du genre avec des banquettes en vinyle craquelé et un café plus amer que corsé. Il compta l'argent dans son portefeuille, assez pour une assiette de pancakes à partager avec Maya et 2 cafés, un pour lui et un à emporter pour la route. Elle se réveilla lorsque l'odeur du bacon et du sirop emplit la voiture. Un sourire lent et endormi se dessina sur son visage. Ils s'assirent sur le parking, mangeant dans un récipient en polystyrène, partageant une seule fourchette en plastique. Ce n'était pas le petit déjeuner des champions, mais pour eux, c'était un petit moment de normalité. Un rituel qui rendait leur vie sur la route un peu moins éphémère. Alors que Maya finissait la dernière bouchée, le visage collant de sirop, elle leva les yeux vers lui, l'air interrogateur. « Sérieusement, papa? On va bientôt trouver une nouvelle maison ?» Le sourire de Léo se fit plus tendu. Il passa une main dans ses cheveux, cherchant les mots justes. Des mots honnêtes, mais qui ne fassent pas peur. « On y travaille, ma puce. Il faut juste qu'on économise encore un peu. » Elle semblait accepter cela, sa foi en lui étant absolue et inébranlable. Mais la question restait en suspens entre eux, rappelant silencieusement ce qu'ils avaient perdu et ce qu'il essayait désespérément de reconstruire. Il passa le reste de la journée à faire des livraisons dans un tourbillon de centres commerciaux et de parcs d'affaires, l'application sur son téléphone, tel un tyran implacable. Chaque mission acceptée leur rapportait quelques dollars de plus, mais cela ne semblait jamais suffisant. Le soir venu, il était épuisé, et l'anxiété refaisait surface. Il s'est garé dans une rue résidentielle calme pour vérifier ses gains de la journée. En faisant défiler l'application, il a vu apparaître une nouvelle commande à livrer à une adresse familière, dans une allée privée sinueuse, une adresse où il s'était juré de ne plus jamais retourner. Mais la rémunération était plus élevée que d'habitude, presque le triple du tarif normal. C'était trop pour être ignoré. Avec un profond soupir, il accepta le travail et fit demi-tour avec son minibus vers le manoir de pierre et de verre. Et la femme aux yeux solitaires, qu'il n'avait pas pu oublier, les portes du domaine étaient déjà ouvertes. Cette fois, c'était une invitation silencieuse qui ressemblait davantage à une convocation. Léo remonta la longue allée, les paumes moites sur le volant. Il ne savait pas à quoi s'attendre, de quoi il s'agissait, mais une partie de lui redoutait la réponse. Il gara le minibus au même endroit que la veille et se dirigea vers la porte d'entrée. Le sac de nourriture lui semblait plus lourd dans la main que la nuit précédente. Il frappa et la porte s'ouvrit presque immédiatement. Sarafina se tenait là, à nouveau, vêtue cette fois d'un pantalon sur mesure et d'un simple pull en cachemire. Elle semblait plus calme aujourd'hui. Ses cheveux étaient soignés, son expression indéchiffrable, mais ses yeux reflétaient toujours la même tristesse profonde. « Je crois que c'est pour vous », dit-elle. Il baissa les yeux vers le sac qu'il tenait à la main, puis la regarda à nouveau. « Non, c'est une livraison pour V. » Elle fit un petit signe de tête presque imperceptible. « C'est moi. V comme Vance. Sarafina Vance. » Au début, le nom ne lui dit rien. Ce n'était qu'un nom. Mais ensuite, il eut un éclair de reconnaissance. Un titre dans un journal économique qu'il avait feuilleté quelques semaines auparavant. Un visage sur la couverture d'un magazine dans une salle d'attente. Sarafina Vance, la milliardaire de la technologie, PDG de l'une des entreprises les plus puissantes au monde. Il la fixa, l'esprit en ébullition. La femme à qui il avait offert un repas gratuit, celle qui semblait si perdue et seule, était l'une des personnes les plus riches de la planète. Sa première réaction fut une vague de honte, suivie d'un froid soupçon. Était-ce une sorte de jeu? Un test? Une histoire qu'elle raconterait lors d'un dîner, celle du livreur naïf qui avait pris en pitié une milliardaire. « J'aurais dû vous le dire hier soir », dit-elle d'une voix plus douce.
Mais vous m'avez regardé comme si j'étais une personne, pas un titre de journal. Et je ne voulais pas briser le charme. Léo ne savait pas quoi dire. Il se sentait ridicule et dépassé, comme un petit poisson qui aurait accidentellement nagé dans un bassin rempli de requins. Il voulait faire demi-tour et s'enfuir pour retourner dans le monde familier et prévisible de son mini-vin et de ses difficultés. Mais alors, le visage de Maya lui revint à l'esprit, son sourire plein d'espoir, la confiance tranquille dans ses yeux. Il ne pouvait pas se permettre de partir, pas avec une livraison qui lui rapportait 3 fois plus. Il prit une lente inspiration et lui tendit le sac. « C'est toi qui as payé celui-là » dit-il d'une voix tendue. « Je te le laisse donc. » Elle prit le sac, ses doigts effleurant les siens pendant une fraction de seconde. Ce contact fut électrique et lui envoya une décharge d'une sensation inconnue. « Attendez » dit-elle alors qu'il se retournait pour partir. « J'aimerais vous parler un instant si vous avez le temps. S'il vous plaît. » C'est son utilisation du mot « s'il vous plaît » qui le fit s'arrêter. Ce n'était pas un ordre, c'était une demande sincère. Et dans son monde, il soupçonnait que les demandes sincères étaient des rares. Il hésita, puis acquiesça lentement, à contre-cœur. « D'accord, dit-il, mais faites vite. J'ai d'autres livraisons à faire. » Elle le conduisit à l'intérieur, non pas dans le grand hall d'entrée, mais dans un petit salon sur le côté. Il était tout aussi somptueux, avec ses baies vitrées et ses meubles qui ressemblaient davantage à des œuvres d'art qu'à des sièges. Mais il semblait plus intime que le reste de la maison. Un feu crépitait dans une cheminée moderne et élégante, et 2 fauteuils se faisaient face. Elle lui fit signe de s'asseoir, mais il resta debout, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, se sentant comme un intrus, une tache sur le tapis blanc immaculé. « Je voulais vous remercier », commença-t-elle, pour la nuit dernière. C'était un petit geste, mais c'était le plus gentil que quelqu'un ait fait pour moi depuis très longtemps, répondit Léo en haussant les épaules. N'importe qui l'aurait fait. Non, dit-elle en secouant la tête. Non. Dans mon monde, la gentillesse s'accompagne toujours d'une facture, d'une faveur due, d'un retour sur investissement calculé. Vous n'avez rien demandé, vous ne saviez même pas qui j'étais. Il regarda autour de lui les œuvres d'art coûteuses, la vue panoramique sur les lumières de la ville qui commençaient à scintiller dans le crépuscule. « Pourquoi me dites-vous cela ? Parce que j'ai besoin de savoir pourquoi vous l'avez fait. » Il fronça les sourcils. « Comment ça, pourquoi je l'ai fait ? Tu avais l'air d'en avoir besoin. C'était aussi simple que ça. » Sarafina l'étudia, le regard intense et inquisiteur. « Ce n'est pas simple, dit-elle. Pas pour moi. Je suis entourée de gens toute la journée et je ne me suis jamais sentie aussi seule qu'hier soir. Vous avez vu cela en l'espace de 30 secondes. Vous avez vu quelque chose que mon propre conseil d'administration n'a pas vu en 5 ans. Comment le silence entre eux s'épaississait de vérités tacites. Léo pensa à sa propre vie. La lutte constante, la solitude écorchée qui s'insinuait tard dans la nuit, après que Maya se soit endormie. Il comprenait ce qu'elle voulait dire, même si leur monde était à des années-lumière l'un de l'autre. « Parce que je sais ce que c'est que d'être invisible, dit-il finalement, d'une voix calme mais assurée. Je sais ce que c'est que d'être dans une pièce remplie de gens et d'avoir l'impression que personne ne voit qui vous êtes vraiment. » Son expression adoucit le masque raffiné du PDG, laissant apparaître la femme vulnérable qu'il avait vue pour la première fois sur le pas de sa porte. « Merci » murmura-t-elle à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas pour la nourriture, c'était pour quelque chose de plus, quelque chose dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait besoin avant qu'il n'apparaisse à sa porte. Comprenant, il acquiesça, prêt à partir, mais elle l'arrêta à nouveau. « Restez, dit-elle. Dînez avec moi, un vrai dîner, pas un repas sorti d'un sac en papier. » Il hésita, regardant tour à tour son visage, le feu qui crépitait dans la cheminée et les lumières de la ville au-delà de son monde. Il y avait le minibus, les diners, les relais routiers. C'était son univers, un monde de soie et de pierre, et il n'était pas sûr d'être prêt à s'y aventurer davantage. « Ma fille m'attend dans la voiture, dit-il. Une excuse valable, une sortie sûre. Faites-la entrer, répondit Sarafina sans hésiter. La table est assez grande. Et vers moi, l'offre resta en suspens, un pont entre leurs 2 réalités très différentes. Léo pensa au minibus froid, au sac de chips à moitié vide qui était censé être le dîner de Maya, et à l'expression sur le visage de sa fille lorsqu'elle verrait cet endroit. Il savait qu'il devait refuser, que cela ne ferait que compliquer les choses, qu'il était dangereux de brouiller les frontières entre leurs vies. Mais il entendait aussi la chaleur sincère dans la voix de Sarafina, une chaleur qui manquait à sa propre vie depuis trop longtemps. « D'accord, dit-il. » Ce mot sonnait à la fois comme une capitulation et un nouveau départ. Pendant un instant, les yeux de Maya s'écarquillèrent.
Dès qu'elle franchit la porte d'entrée, elle tourna lentement sur elle-même, ses baskets usées ne faisant aucun bruit sur le sol en marbre poli. « Ouah !» murmura-t-elle, la voix pleine d'admiration. « C'est un château, papa ?» Léo ne put s'empêcher de sourire devant son émerveillement sans retenue. « En quelque sorte, ma petite. » Sarafina s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Maya, ses mouvements gracieux et sans précipitation. Elle ne lui parla pas avec condescendance et n'utilisa pas de voix chantante. Elle lui parla d'égal à égal. « Bonjour Maya, je m'appelle Sarah. Je suis ravie de te rencontrer enfin. » Ici. Maya regarda tour à tour sa mère et son père, l'air à la fois timide et curieux. « C'est toi la dame triste. » Léo lui lança un regard d'avertissement, mais Sarafina se contenta de sourire, un sourire sincère et doux qui illuminait ses yeux. « Je l'étais, » répondit-elle, « mais je me sens beaucoup mieux maintenant. » Maya sembla accepter cette réponse, et sa timidité s'évanouit, remplacée par une avalanche de questions. « Tu as un dragon ? Tu as un passage secret ? Je peux voir ta chambre ?» Sarafina éclata d'un rire léger et étonnamment musical. « Pas encore, mais nous avons une cuisine avec un chef qui peut préparer tout ce que tu veux. » Maya resta bouche bée. « Tout ce que je veux, absolument tout. » Léo observait la scène avec une boule d'appréhension dans la poitrine. C'était exactement ce qu'il redoutait. Maya découvrait une vie où la magie était omniprésente. Un monde si différent du leur que leur petite réalité allait soudainement leur sembler insuffisante. Mais en regardant Sarafina écouter patiemment les histoires décousues de Maya sur son dinosaure préféré et la fois où elle avait trouvé une grenouille dans la baignoire de leur ancien appartement, il vit quelque chose d'inattendu. Il ne vit pas une milliardaire gâtant une enfant. Il vit une femme sincèrement captivée par l'esprit de sa fille. Le chef privé, un homme au visage aimable nommé Arthur, prépara un repas simple à la demande de Sarafina. Des pâtes à la sauce tomate fraîche, du poulet rôti et une salade avec une vinaigrette légère. C'était le repas le plus délicieux que Léo ait mangé depuis des années, mais il le goûta à peine. Son attention était rivée sur les deux femmes à table. Maya était dans son élément, bavardant sans discontinuer et faisant rire Sarafina avec son récit dramatique d'un dessin animé qu'elle avait regardé la semaine précédente. Sarafina, quant à elle, semblait se débarrasser peu à peu de son armure soigneusement construite. Sa posture s'était détendue, son sourire n'était plus sur ses gardes, et elle regardait Maya avec une chaleur à la fois surprenante et profondément émouvante. Plus tard, alors que Maya explorait une pièce voisine remplie de poufs géants et d'une télévision étonnamment grande, Sarafina se tourna vers Léo. La lumière du feu dansait dans ses yeux, les rendant moins tristes et plus pensifs. « Elle est incroyable, » dit-elle doucement. « Oui, elle est tout mon univers, » répondit-il, la voix chargée d'une émotion qu'il montrait rarement. Sarafina acquiesça, baissant les yeux vers ses mains. « Je n'avais pas pris un repas comme celui-là depuis des années, un repas où les gens parlaient et riaient vraiment. » Au lieu de négocier, elle leva les yeux vers lui, l'air vulnérable. « Vous possédez quelque chose que tout l'argent du monde ne peut acheter. Léo, vous avez un foyer. » Il regarda la petite silhouette de Maya recroquevillée sur un pouf, la tête commençant à s'incliner sous l'effet du sommeil. Puis il regarda à nouveau la femme assise en face de lui, une femme qui avait tout et rien à la fois. Et pour la première fois, il ne vit pas une milliardaire. Il vit simplement une personne aussi perdue que lui, mais dans une maison beaucoup plus grande. Le trajet de retour vers leur domicile temporaire, un petit motel sans charme à la périphérie de la ville, fut silencieux. Maya s'était endormie sur la banquette arrière avant même qu'il ne quitte la longue allée du manoir, le visage paisible, les mains serrant toujours un petit oiseau en bois finement sculpté que Sarafina lui avait donné et qui provenait d'une collection exposée sur sa cheminée. Léo conduisait lentement, les lumières de la ville se fondant en un kaléidoscope de couleurs. Il ne pouvait se défaire du sentiment de choc, de la transition brutale entre un monde d'opulence tranquille et la dure réalité de sa propre vie. Le chauffage du minibus cliquetait, les ressorts des sièges grinçaient, et l'odeur de moquette humide et de vieux café flottait dans l'air. Il regarda dans le rétroviseur le visage endormi de sa fille, et une vague de culpabilité l'envahit. Avait-il commis une erreur en lui montrant cette vie, en lui faisant goûter à un monde de confort et de magie sans effort? Que penserait-elle désormais de leur petite vie? Des chambres de motel et des repas pris dans des boîtes en polystyrène. Il avait passé des années à essayer de la protéger de la dure réalité de leur situation afin de lui créer un monde sûr et plein d'amour, même si le sien s'effondrait. Mais ce soir-là, il avait volontairement levé le voile et l'avait exposé au fossé béant qui séparait leur vie de celle des autres. Comme Sarafina avance, il gara le van sur le parking du motel
et resta assis un long moment dans le silence. La seule lampe de leur chambre diffusait une faible lueur jaune à travers les rideaux fins, contrastant fortement avec la lumière ambiante chaleureuse du manoir. Il portait Maya dans ses bras. Chaude et souple, il la glissa dans le lit bosselé et remonta la fine couverture jusqu'à son menton. Ce faisant, elle remua et murmura quelque chose dans son sommeil. « Dame triste », murmura-t-elle, « jolie maison, cœur de Léo ». Il serra les poings. Il écarta une mèche de cheveux de son front. Son toucher, doux et plein d'amour, était si intense qu'il en était douloureux. Il resta longtemps debout près de la fenêtre, regardant le parking vide. Sa rencontre avec Sarafina avait fait ressortir quelque chose en lui, un désir qu'il avait réprimé pendant des années, un désir de stabilité, d'un endroit où il pourrait se sentir chez lui, d'une partenaire avec qui partager ses fardeaux et ses joies. Il s'était convaincu qu'il n'avait besoin de rien de tout cela, que Maya lui suffisait. Mais ce soir-là, dans le calme d'une chambre de motel solitaire, il dut admettre la vérité. Il était fatigué d'être seul, et l'aperçu de chaleur et de connexion qu'il avait ressenti dans ce manoir avait rendu le froid de sa propre réalité encore plus glacial. Les jours suivants furent un tourbillon de livraisons et de nuits agitées. Léo essaya de repousser le souvenir de Sarafina et de son manoir au fond de son esprit pour se concentrer sur les tâches immédiates qui l'attendaient. Gagner assez d'argent pour le prochain repas, le prochain plein d'essence, la prochaine chambre de motel. Mais elle restait présente dans ses pensées. Il se surprenait à se demander ce qu'elle faisait, si elle était toujours seule dans cette grande maison, si elle pensait parfois à lui et à Maya. C'était une ligne de pensée dangereuse, et il le savait. L'espoir était un luxe. Il ne pouvait pas se le permettre, même pour un après-midi. Alors qu'il attendait une livraison dans un café du centre-ville, il vit à nouveau son nom. Cette fois-ci, sur la couverture d'un magazine financier affiché sur un tableau d'affichage. Le titre disait « Vance Industries, un titan de la technologie ». Une photo de Sarafina accompagnait l'article. Elle était vêtue d'un tailleur élégant. Son expression était confiante et imposante. Elle ne ressemblait en rien à la femme vulnérable qui avait partagé un simple repas avec lui et sa fille. L'article détaillait son ascension vers le sommet, son sens des affaires impitoyable, son succès sans précédent. Il dressait le portrait d'une femme intouchable, d'une force de la nature. Léo fixait la photo, la bouche remplie d'un goût amer qui n'avait rien à voir avec le café du restaurant. C'était là sa véritable nature, une titane, une reine dans un monde si éloigné du sien qu'ils auraient tout aussi bien pu vivre sur des planètes différentes. La brève connexion qu'ils avaient partagée lui semblait désormais être un rêve, une illusion étrange et éphémère. Il n'avait été qu'une curiosité, une distraction momentanée de sa vraie vie, une histoire qu'elle raconterait peut-être un jour sur le temps où elle avait traîné avec un livreur. Cette pensée lui donna la nausée, mélange de colère et de honte. Il froissa la serviette dans sa main et la jeta sur la table. Il devait l'oublier. Il devait se concentrer sur Maya, sur leur vie, sur ce qui était réel. Et Sarafina Vance, avec ses milliards et ses yeux solitaires, n'était pas sa réalité. Il attrapa la commande et sortit du café. Sa détermination se renforçait à chaque pas. Il ne se laisserait pas réduire à une simple note de bas de page dans la vie glamour de quelqu'un d'autre. Il avait sa propre histoire à écrire, même si elle était modeste et discrète. Une histoire de survie et d'amour, amour paternel, plus réel que n'importe quel gros titre. Sarafina était assise dans son bureau aux parois de verre, au 50e étage de la tour Vance Industries. La ville s'étendait à ses pieds. Sous ses yeux, une tapisserie scintillante de lumières et d'ambition, mais elle ne la voyait pas. Son regard était fixé sur le petit oiseau en bois posé sur le coin de son bureau, celui qu'elle avait offert à Maya. C'était un objet simple, sculpté avec des détails complexes, témoignage de la patience et du talent d'un artiste. Il semblait déplacé ici, au milieu des lignes épurées de son bureau minimaliste. Un petit morceau d'un autre monde, un monde qui semblait plus réel que celui dans lequel elle vivait actuellement. Elle n'avait pas pu s'empêcher de penser à eux, à Léo et Maya, à la dignité tranquille avec laquelle il menait son combat et à la joie débridée avec laquelle sa fille abordait le monde. Le peu de temps qu'ils avaient passé ensemble avait été une lueur d'espoir dans la monotonie grise de son existence. Cela lui avait rappelé une vie qu'elle avait oubliée, une vie où le rire n'était pas programmé et où la gentillesse n'était pas une transaction. Son assistante l'appela par l'interphone. « Vos deux invités sont là. » Le conseil d'administration d'un conglomérat international l'attendait pour discuter d'une fusion de plusieurs milliards de dollars. Une transaction qui renforcerait encore la domination de son entreprise sur le marché. Une transaction qui aurait dû la réjouir. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était un profond sentiment de vide.
Faites-les entrer, dit-elle d'une voix monocorde. Elle se leva et lissa sa veste de tailleur, revêtant sans peine le masque habituel de la PDG confiante. Elle salua les membres du conseil d'administration d'une poignée de mains fermes et d'un sourire poli, son esprit déjà occupé à calculer des stratégies et à projeter des résultats. Mais dès le début de la réunion, ses pensées ne cessaient de revenir vers une petite camionnette, un père fatigué et une petite fille qu'il avait traitée de « dame triste ». Elle avait passé sa vie à bâtir un empire, une forteresse de richesse et de pouvoir. Mais elle ne s'était jamais sentie aussi pauvre qu'à cet instant, entourée de succès, mais affamée de relations humaines. Ce contraste lui causait une douleur physique dans la poitrine, un vide qu'aucune somme d'argent, ni aucun pouvoir, ne pouvait combler. Elle réalisa avec une clarté saisissante qu'elle avait tout compris à l'envers. Elle avait couru après les mauvaises choses. Elle s'était construit une vie impressionnante mais dénuée de sens. Une vie qui avait tout sauf la seule chose qui comptait vraiment. La réunion se poursuivait dans un brouhaha de graphiques et de chiffres. Mais Sarafina n'écoutait plus. Une décision commençait à prendre forme dans son esprit, une rébellion silencieuse contre la vie qu'elle avait si soigneusement construite. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, mais elle était sûre d'une chose. Elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans une cage dorée, alors que son âme mourait de faim. Le souvenir douloureux d'un simple repas et du rire d'un enfant avait allumé une étincelle en elle, et elle n'allait pas la laisser s'éteindre. Le premier cadeau arriva sans nom. C'était une simple enveloppe blanche glissée sous l'essuie-glace du minibus. Léo la trouva après une longue nuit de livraison. Alors que les premières lueurs de l'aube peignaient le ciel de rose et de gris, il découvrit à l'intérieur une carte essence préchargée d'un montant qui lui coupa le souffle. Il n'y avait ni mots, ni explication, juste la carte, et la discrète implication de qui elle provenait. Son premier instinct fut la fierté. Une vague d'indignation le submergea à l'idée qu'elle puisse penser qu'il avait besoin de sa charité. Mais lorsqu'il regarda le voyant clignotant de la jauge d'essence sur son tableau de bord et le visage fatigué de sa fille endormie sur la banquette arrière, sa fierté vacilla. Il se dit que c'était un geste unique, un dernier remerciement, la fin d'un chapitre. Il utilisa la carte en se promettant de la rembourser un jour. Même s'il savait que c'était un mensonge, il n'avait pas les moyens de la rembourser. Mais une semaine plus tard, un autre cadeau apparut. Cette fois, c'était une boîte laissée à la réception du motel où il séjournait, adressée à Maya. À l'intérieur se trouvait une collection de magnifiques fournitures artistiques. Des peintures de haute qualité, des pinceaux, du papier épais texturé et un ensemble de crayons de couleurs de qualité professionnelle. Les yeux de Maya s'illuminèrent d'une joie si pure qu'il était douloureux de la regarder. Elle passa le reste de la journée à créer un chef-d'œuvre vibrant, une galaxie tourbillonnante de couleurs et d'étoiles qu'elle colla au mur de la chambre du motel, transformant cet espace terne en une galerie de son imagination. Léo la regardait, le cœur serré par un conflit intérieur. Il savait qu'il devait mettre un terme à tout cela, qu'il devait trouver un moyen de rendre les cadeaux et dire à Sarafina qu'il n'avait pas besoin de ses aumônes. Mais comment pouvait-il priver sa fille de ce petit bout de bonheur, de ce bref répit dans leur lutte constante? Quelques jours plus tard, un troisième colis arriva. Un ordinateur portable flambant neuf pour Léo, avec les derniers logiciels et une note qui disait « Un homme avec votre esprit ne devrait pas être limité par les anciennes technologies. » C'est celui-là qui l'a brisé. Ce n'était pas seulement un cadeau, c'était une déclaration, une croyance en son potentiel, une reconnaissance de l'intelligence et de la motivation qu'il avait depuis longtemps enfouie sous le poids de sa situation. Assis dans la pénombre de la chambre du motel, le visage éclairé par l'écran lumineux de l'ordinateur portable, il ressentit une vague d'émotion qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis très longtemps. Sarafina ne leur envoyait pas seulement des objets. Elle leur envoyait un message, une bouée de sauvetage, une insistance discrète pour leur dire qu'ils n'étaient pas invisibles, qu'ils étaient vus, qu'ils comptaient. Il ne savait pas ce que cela signifiait ni où cela mènerait, mais il savait qu'il ne pouvait plus l'ignorer. Il ouvrit un document vierge et se mit à taper, ses doigts volant sur le clavier tandis que les mots jaillissaient de lui. Une histoire d'un père et d'une fille, d'une perte et d'un amour, de la lutte et de la survie. Une histoire qu'il portait en lui depuis des années. Une histoire qui était enfin prête à être racontée. Léo passait chaque moment libre à écrire sur son ordinateur portable. Il écrivait avant l'aube, pendant que Maya dormait. Il écrivait dans le calme entre deux livraisons. Il écrivait tard dans la nuit, alimenté par du café bon marché et un nouveau sens à sa vie. L'histoire jaillissait de lui comme un torrent de mots qui avaient été retenus trop longtemps. C'était un récit fictif de sa vie,
Un roman sur un père célibataire qui essayait d'élever sa fille sur la route, naviguant dans un monde souvent indifférent à leurs difficultés. Mais c'était aussi une histoire sur l'espoir, sur la gentillesse des étrangers et sur les liens inattendus qui peuvent changer le cours d'une vie. Il écrivait avec une honnêteté brute, à la fois douloureuse et cathartique. Il déversait son chagrin, ses peurs, son amour pour Maya dans les pages, créant un monde à la fois déchirant et magnifique. Au fur et à mesure que le manuscrit s'étoffait, il commença à sentir un changement en lui. Le bourdonnement constant de l'anxiété qui l'accompagnait depuis si longtemps commença à s'estomper, remplacé par un sentiment de calme et de concentration. Il n'était plus seulement un livreur, il était un écrivain, un créateur, un conteur. Il avait retrouvé sa voix, et c'était quelque chose de puissant. Un après-midi, pendant que Maya assistait à 1 heure du conte gratuite à la bibliothèque locale, il fit un acte de foi. Il rechercha des agents littéraires en ligne. Grâce à une connexion haut débit, il a pu naviguer dans un monde qu'il ne connaissait pas. Il rédigea une lettre de motivation, le cœur battant à tout rompre, entre espoir et crainte. Il joignit les 50 premières pages de son manuscrit et l'envoya à une poignée d'agents sans s'attendre à recevoir de réponse avant plusieurs semaines, voire jamais. Mais à sa grande surprise, une réponse lui parvint en quelques heures. Une agente d'une prestigieuse agence new-yorkaise avait été captivée par son histoire. Elle y voyait du potentiel, du cœur, un attrait universel. Elle voulait voir le manuscrit complet immédiatement. Léo était stupéfait. Il a lu l'email 3 fois, les mains tremblant tellement qu'il pouvait à peine tenir son téléphone. Il avait passé des années à se sentir comme un raté, un homme qui ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa fille, un homme qui avait tout perdu. Mais à ce moment-là, il ressentit une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps, de la fierté. Il n'était pas encore arrivé au bout de son chemin. Il le savait, mais pour la première fois depuis très longtemps, la route devant lui ne semblait plus être une impasse. Elle ressemblait à un commencement, à un nouveau chapitre d'une histoire qui était loin d'être terminée. Il regarda Maya, qui était maintenant plongée dans un livre d'images, un petit sourire aux lèvres. Il savait que rien de tout cela n'aurait été possible sans Sarafina. Ses cadeaux discrets et anonymes ne leur avaient pas seulement apporté des biens matériels. Ils lui avaient donné quelque chose de bien plus précieux, la possibilité de rêver à nouveau. L'enthousiasme de l'agent se traduisit par un tourbillon d'appels téléphoniques, d'emails et de contrats. Léo avait l'impression d'avoir été emporté par un courant qui le tirait vers un rivage dont il n'avait jamais osé rêver. Elle adorait le manuscrit et voyait son potentiel, non seulement en tant que livre, mais aussi en tant que film. Elle avait des relations dans l'industrie et était convaincue que son histoire trouverait un large public. Tout se passa si vite que Léo eut à peine le temps de réaliser. L'instant d'avant, il était encore un livreur en difficulté. Et l'instant d'après, il signait un contrat d'édition assorti d'une avance suffisamment importante pour changer complètement leur vie. La première chose qu'il fit fut de louer une petite maison, un confortable 2 pièces avec un petit jardin et une balançoire en pneus suspendue à un vieux chêne. Ce n'était pas un manoir, mais c'était un foyer. Un endroit où Maya pourrait avoir sa propre chambre. Un endroit où ils pourraient déballer leurs affaires et enfin s'installer. Maya était folle de joie. Elle dansait dans les pièces vides, son rire résonnant sur les murs. Elle choisit les couleurs de peinture pour sa chambre, un lavande doux et un bleu étoilé profond. Et elle passait des heures dans le jardin sur la balançoire, le visage tourné vers le soleil. L'image même du bonheur pur et simple. Léo la regardait, le cœur débordant de joie. C'était pour cela qu'il s'était battu. C'était le rêve qu'il portait dans son cœur depuis si longtemps. Mais au milieu de la joie et du soulagement, il y avait un sentiment sous-jacent, une impression de malaise, une question qui le taraudait. Il savait que rien de tout cela ne serait arrivé sans Sarafina. Ses dons avaient été le catalyseur, l'étincelle qui avait déclenché ce nouveau chapitre de leur vie. Mais elle restait une bienfaitrice silencieuse, un fantôme dans la machine de leur bonne fortune. Il n'avait ni son numéro ni son adresse. Il n'avait aucun moyen de la contacter pour la remercier, pour lui dire à quel point elle avait eu un impact profond sur leur vie. Il ressentait une pointe de culpabilité, le sentiment d'une dette non remboursée, d'une histoire inachevée. Il savait qu'il devait la retrouver. Il devait boucler la boucle pour reconnaître le rôle qu'elle avait joué dans leur transformation. Il ne s'agissait pas seulement de gratitude. Il s'agissait d'un lien étrange et puissant qui s'était formé entre eux. Dans le calme d'une nuit pluvieuse, il ne savait pas par où commencer, mais il était déterminé à essayer. Il le devait à cette femme. Il le devait à lui-même.
Il le devait à l'histoire qui les avait réunis au départ. Trouver Sarafina Vance n'était pas aussi facile que Léo l'avait imaginé. Elle était un fantôme dans le monde numérique. Ses informations personnelles étaient protégées par plusieurs couches de sécurité d'entreprise et de pare-feu juridiques. Il passa des semaines à essayer de la retrouver, utilisant ses nouvelles ressources pour engager un détective privé. Mais même le détective se heurta à une impasse. Elle semblait avoir disparu de la vie publique. Ses apparitions aux réunions du conseil d'administration étaient devenues virtuelles. Ses comptes sur les réseaux sociaux étaient inactifs et son lieu de résidence était un secret bien gardé. C'était comme si elle s'était retirée dans la forteresse de sa fortune, ne laissant aucune trace à suivre. La frustration de Léo grandissait de jour en jour. Son deuxième livre devait être publié dans quelques mois et les droits cinématographiques avaient déjà été vendus à un grand studio. Sa vie changeait à un rythme vertigineux. Mais la seule personne qui avait rendu tout cela possible était manifestement absente. Il lui semblait incorrect de célébrer son succès sans elle, d'avancer dans cette nouvelle vie sans reconnaître la femme qui lui avait ouvert la porte. Un soir, alors qu'il était assis dans son nouveau bureau, les yeux fixés sur une page blanche de son ordinateur portable, une idée lui vint à l'esprit. C'était un pari risqué, un geste désespéré, mais c'était le seul qui lui restait. Il ouvrit un nouveau document et se mit à écrire. Pas une histoire cette fois, mais une lettre publique. Une lettre ouverte à Sarafina Vance. Il a mis tout son cœur dans cette lettre. Il a raconté leur brève rencontre, les cadeaux anonymes, l'impact qu'elle avait eu sur sa vie et celle de Maya. Il a parlé du livre, du film, de leur nouvelle vie. Ils étaient en train de se construire une vie qui était le résultat direct de sa gentillesse discrète. Il n'a rien demandé en échange. Il n'exigeait pas de réponse. Il exprimait simplement sa gratitude, son admiration, son désir de la remercier en personne. Il terminait la lettre par une simple supplique. « Si vous êtes là, si vous pouvez m'entendre, sachez simplement que vous avez changé notre monde. Et pour cela, nous vous serons éternellement reconnaissants. » Il publia la lettre sur son site web d'auteur et la partagea sur ses nouveaux comptes de réseaux sociaux. Il n'avait aucune idée si elle la verrait, si elle lui parviendrait, mais il devait essayer. Il devait envoyer son message dans l'univers et espérer qu'il trouverait le chemin vers la femme qui était devenue une partie silencieuse et essentielle de son histoire. La lettre est devenue virale presque du jour au lendemain. Elle a été reprise par les médias, partagée par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux et est devenue un sujet de conversation dans les talk-shows et les podcasts. L'histoire de ce père célibataire en difficulté et de la milliardaire anonyme qui lui est venue en aide a captivé l'imagination du public. C'était un conte de fées moderne, une histoire de gentillesse et de connexion qui a trouvé un écho dans un monde avide d'espoir. Léo a été submergé par les réactions. Sa vie était soudainement sous les projecteurs et il s'est retrouvé propulsé sous les feux de la rampe, ce qu'il n'avait jamais recherché. Les journalistes campaient devant sa maison et son téléphone n'arrêtait pas de sonner pour des demandes d'interview. Il était reconnaissant de l'attention que son livre suscitait, mais il était également très mal à l'aise avec cette intrusion dans sa vie privée. Il avait écrit cette lettre pour une seule et unique personne. Et maintenant, elle était devenue un spectacle public, un drame que le monde entier pouvait consommer. Il craignait d'avoir commis une erreur, d'avoir trahi le désir d'anonymat de Sarafina, de l'avoir involontairement ramenée sous les feux de la rampe qu'elle essayait justement de fuir. Mais quelques jours après la publication de la lettre, il reçut un email. Il provenait d'une adresse non répertoriée et l'objet ne comportait qu'un seul mot. « Bonjour ». Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine lorsqu'il ouvrit le message. L'email était bref, il ne comportait que quelques lignes, mais les mots étaient un baume pour son âme inquiète. « J'ai lu votre lettre. Merci pour vos aimables paroles. Je suis heureuse de savoir que mes petits gestes ont fait une différence. J'aimerais vous revoir, vous et Maya. Si vous êtes d'accord, veuillez m'indiquer quand et où cela vous conviendrait. » Elle était simplement signée S. Il relut l'email plusieurs fois. Une vague de soulagement le submergea. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas bouleversée. Elle voulait les voir, répondit-il immédiatement, ses doigts volant sur le clavier. Il suggéra un parc tranquille près de sa nouvelle maison, un endroit neutre, loin des regards indiscrets des médias. Elle accepta et ils fixèrent un rendez-vous pour l'après-midi suivant. Alors qu'il fermait son ordinateur portable, un sentiment de paix l'envahit. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne lui semblait plus être un point d'interrogation. Il lui semblait être une promesse, une histoire qui bouclait enfin la boucle. Un lien trop fort pour être brisé par la distance ou les circonstances. Il était prêt à la revoir,
prêt à la remercier, prêt à voir où cette étrange et belle aventure les mènerait. Ensuite, le parc fut baigné de la lumière dorée et chaude de la fin d'après-midi, les feuilles rouges et dorées tapissaient le sol et l'air était vif, empli du parfum de l'automne. Léo s'assit sur un banc près d'un petit étang, regardant Maya courir après un groupe de pigeons, son rire résonnant dans le calme ambiant. Il était nerveux, ses mains étaient moites et son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Il avait repassé ce moment 100 fois dans sa tête, mais maintenant qu'il était là, il se sentait mal préparé, démuni. Puis il l'aperçut. Elle marchait vers eux, sa silhouette se découpant contre le soleil couchant. Elle était vêtue simplement d'un jean et d'un pull en laine douce. Ses cheveux étaient détachés et une paire de lunettes de soleil reposait sur sa tête. Elle semblait différente de la dernière fois qu'il l'avait vue, moins comme une milliardaire et plus comme une femme qui avait enfin retrouvé le chemin vers elle-même. Elle s'arrêta à quelques mètres du banc, un petit sourire hésitant sur les lèvres. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce. Léo lui rendit son sourire, timidement. « Bonjour », répondit-il. « Merci d'être venu », dit-elle en hochant la tête. « Bien sûr, je voulais venir. » Il y eut un moment de silence gênant, un espace rempli de toutes les choses qui n'avaient pas été dites entre eux. Maya rompit le charme. Elle courut vers Sarafina et jeta ses bras autour de ses jambes, le visage rayonnant d'une joie pure et sincère. « Tu m'as manqué », dit-elle, la voix étouffée par le pull de Sarafina. « Tu m'as manqué aussi, ma chérie », répondit Sarafina, la voix chargée d'émotion. Elle s'agenouilla et serra Maya dans ses bras, fermant les yeux un instant comme pour savourer ce moment. La sensation des petits bras autour d'elle. Léo les regardait, la gorge nouée. Le lien qui les unissait était palpable. Un lien qui s'était forgé dans un moment de vulnérabilité partagée et qui n'avait fait que se renforcer avec le temps. Ils passèrent le reste de l'après-midi au parc, marchant le long des sentiers sinueux, parlant et riant comme de vieux amis. Ils ne parlèrent ni d'argent, ni de cadeaux, ni de la frénésie médiatique. Ils parlèrent de livres, de films et de la dernière obsession de Maya, les dinosaures. C'était facile et naturel. Et pour la première fois, Léo eut l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils se retrouvèrent sur le banc près de l'étang. Le ciel était une toile orange vif et violet foncé, et l'eau reflétait les couleurs comme un miroir. Sarafina se tourna vers Léo, l'air sérieux. « Je dois m'excuser, » dit-elle, « d'avoir disparu sans te dire qui j'étais. » Léo secoua la tête. « Tu n'as pas à t'excuser. Je comprends que tu avais besoin de te protéger de mon monde, » dit-il. « Mais en faisant cela, j'ai failli perdre la seule chose qui comptait, ton amitié. » Il la regarda dans les yeux, avec une affection profonde et inébranlable. « Tu ne l'as jamais perdue, » dit-il doucement. Elle était toujours là, attendant ton retour. Un lent sourire se dessina sur son visage, un sourire qui atteignit ses yeux et les illumina de l'intérieur. « Je suis de retour, » dit-elle, « et cette fois, je ne vais nulle part. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, une promesse, un engagement, un nouveau départ. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un long moment, regardant Maya faire des ricochets sur la surface de l'étang. L'avenir était encore incertain, mais à cet instant, entourés par la beauté du soleil couchant et la chaleur d'un lieu qui avait résisté à la tempête, ils savaient que quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble. Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Le livre de Léo fut publié et acclamé par la critique, devenant rapidement un best-seller. L'adaptation cinématographique fut mise en production avec un casting d'acteurs de premier plan. Et Léo se retrouva à voyager pour se rendre sur les plateaux de tournage et participer à des conférences de presse. Une vie qu'il n'aurait jamais imaginée pour lui-même. Mais, malgré tout cela, il resta les pieds sur terre. Son attention était toujours tournée vers Maya et la vie tranquille qu'ils avaient construite ensemble. Sarafina était une présence constante dans leur vie. Elle n'était plus une bienfaitrice silencieuse, mais une participante active, une amie chère, un membre de leur petite famille. Elle assistait aux pièces de théâtre et aux matchs de football de Maya. Elle aidait Léo à naviguer dans le monde étrange et nouveau de la célébrité et de la fortune, et elle était toujours là pour l'écouter et le soutenir. Ils passaient leur week-end dans la petite maison. Léo avait loué leur journée remplie de plaisirs simples, de promenades dans le parc, de soirées cinéma avec du pop-corn et de jeux de société qui se terminaient toujours par des éclats de rire. Sarafina semblait se délecter de la normalité de tout cela, les moments tranquilles de connexion qui avaient tant manqué à sa vie précédente.
Elle s'était retirée des opérations quotidiennes de son entreprise, déléguant une grande partie de ses responsabilités à une équipe de cadres de confiance. Elle était toujours PDG, mais elle n'était plus esclave des exigences incessantes de son empire. Elle avait trouvé un équilibre, un moyen d'être à la fois une titane de l'industrie et une femme qui avait du temps pour les personnes et les choses qui comptaient vraiment. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la balancelle de la véranda, regardant les lucioles danser dans le crépuscule, Sarafina se tourna vers Léo, les yeux brillants dans la douce lumière. « Tu sais, je pensais autrefois que le bonheur était quelque chose que l'on atteignait, dit-elle, que c'était une destination à laquelle on arrivait après un long et pénible voyage. » Il sourit. « Et qu'en penses-tu maintenant ?» Elle posa sa tête sur son épaule, sa main trouvant la sienne dans l'obscurité. « Je pense que c'est un choix. » Elle dit une série de petits moments de connexion, de gentillesse, d'amour. « Je pense que c'est ça. » Il regarda la femme qui était entrée dans sa vie et l'avait bouleversée de la plus belle manière qui soit. Et il savait qu'elle avait raison. Le bonheur n'était pas une destination, c'était un voyage, et il était tellement reconnaissant de le faire avec elle. L'air dans la petite salle de cinéma était chargé d'anticipation. Les lumières s'éteignirent et un silence s'abattit sur la foule lorsque le générique du film commença à défiler. Léo était assis au premier rang, avec Maya d'un côté et Sarafina de l'autre. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. C'était le moment tant attendu, l'aboutissement d'un voyage qui avait commencé par un simple geste de gentillesse lors d'une nuit pluvieuse. Le film était une adaptation fidèle de son livre, une histoire émouvante et puissante qui capturait l'essence même de son expérience. Les acteurs qui incarnaient Léo et Maya étaient brillants. Leur performance était si réelle et si brute que Léo avait parfois l'impression de regarder un film amateur. Il serra la main de Sarafina, les yeux remplis de larmes. Elle réprima ses propres émotions, à l'image des siennes. Lorsque la scène finale s'estompa dans le noir, le cinéma resta silencieux pendant un moment, comme si tout le monde retenait son souffle dans l'obscurité. Puis les applaudissements ont commencé. Une vague tonitruante d'appréciation les a submergés, remplissant la salle d'un sentiment palpable de joie et de catharsis. Léo, Maya et Sarafina se sont levés. Les projecteurs les ont éclairés au premier rang du gymnase. Les applaudissements sont devenus plus forts. Une ovation debout pour l'homme dont l'histoire avait touché tant de cœurs. Léo regarda Maya, dont le visage rayonnait de fierté, puis Sarafina, dont les yeux brillaient d'amour et de gratitude à cet instant. Entouré par la chaleur et l'admiration de la foule, il ressentit un profond sentiment de paix et d'épanouissement. Il n'avait pas seulement écrit une histoire, il l'avait vécue et il en était sorti plus fort, plus sage et plus reconnaissant qu'il n'aurait jamais cru possible. Après la première, ils sortirent dans l'air frais de la nuit. Les lumières de la ville scintillaient autour d'eux comme une mer de diamants. Ils ne se rendirent pas à l'after-party où se précèdent les stars. Ils préférèrent aller dans un petit restaurant tranquille, du genre avec des banquettes en vinyle craquelé et un café plus amer que corsé. Ils se glissèrent dans une banquette au fond, à l'abri des regards indiscrets, et commandèrent une assiette de pancakes à partager, comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant. Tout en mangeant, ils discutèrent et rirent. Leur conversation était facile et naturelle, témoignant du lien profond et durable qui s'était formé entre eux. Il n'était plus un livreur en difficulté et un milliardaire solitaire. Ils formaient une famille, petite et peu conventionnelle, mais une famille néanmoins. Ils s'étaient trouvés grâce à une série d'heureux hasards et de gestes de gentillesse discrets, et ils avaient construit ensemble une vie plus belle et plus riche de sens que ce qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer en quittant le restaurant et en s'enfonçant dans la nuit. Sarafina se tourna vers Léo, son sourire radieux dans la douce lueur des réverbères. « Tu sais, dit-elle, je pense que c'est la meilleure première à laquelle j'ai jamais assisté. » Il lui rendit son sourire, le cœur débordant de joie. « Moi aussi, dit-il, moi aussi. » Le soleil projetait une lueur dorée et chaleureuse sur le jardin de la petite maison qui était devenue leur foyer. Une brise douce faisait bruisser les feuilles du vieux chêne, et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée flottait dans l'air. Léo et Sarafina étaient assis sous le porche, se tenant par la main, leurs épaules enlacées, se touchant tandis qu'ils regardaient Maya jouer sur la balançoire à pneus. Son rire, une mélodie joyeuse, emplissait le calme de l'après-midi. Elle était plus âgée maintenant, à l'aube de l'adolescence, mais elle avait toujours le même esprit vif, la même joie contagieuse qui avait captivé Sarafina dès le début. Le deuxième livre de Léo venait d'être publié, un autre best-seller, et l'adaptation cinématographique était déjà en cours. Il était devenu un auteur célèbre,
un conteur dont les mots avaient le pouvoir d'émouvoir et d'inspirer. Mais il n'avait jamais perdu de vue ce qui comptait vraiment. Sa famille, sa maison, sa vie tranquille faite d'amour et de liens. Sarafina avait transformé son entreprise de fond en comble, mettant en place des politiques qui privilégiaient le bien-être des employés et l'engagement communautaire. Elle était devenue un nouveau type de PDG, une femme qui dirigeait avec son cœur autant qu'avec sa tête. Elle avait trouvé le moyen d'être à la fois puissante et compatissante, une force du bien dans un monde qui en avait désespérément besoin. Ils avaient construit ensemble une vie qui était un magnifique mélange de leurs deux mondes, une vie faite de moments tranquilles et de grandes aventures, de plaisirs simples et d'amour profond. Ils avaient une maison remplie de rires, de livres et de l'odeur des crêpes le dimanche matin. Ils avaient une famille fondée sur la confiance, le respect et une affection profonde et durable. Ils étaient la preuve du pouvoir de la gentillesse, de la magie des liens, de l'idée que parfois les plus beaux cadeaux se présentent sous la forme la plus inattendue. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances roses et orangées, Sarafina posa sa tête sur l'épaule de Léo, le cœur rempli d'un calme contentement. « Je t'aime », murmura-t-elle. Il embrassa le sommet de sa tête, le cœur débordant d'un amour si profond qu'il en était presque douloureux. « Je t'aime aussi », répondit-il. Et ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant leur fille se balancer de plus en plus haut, sa silhouette se découpant sur le soleil couchant. Une fin parfaite pour une histoire qui avait commencé par une simple livraison à la mauvaise adresse. Une histoire qui continuait à s'écrire. Une histoire qui prouvait que parfois, les plus beaux contes de fées sont ceux qui sont réels. Il voulait juste offrir à sa fille une soirée où elle se sentirait comme une princesse. Mais lorsque le maître d'hôtel les a renvoyés parce qu'ils avaient l'air trop pauvres, tout le monde dans le restaurant est resté silencieux, sauf la mystérieuse femme assise à la table du fond qui s'est levée. Elle traversa la salle et changea leur vie à jamais. Avant de nous plonger dans l'histoire, cliquez sur le bouton « S'abonner » et laissez un commentaire. Où dans le monde regardez-vous cette vidéo? La pluie s'était calmée juste assez pour que les nuages restent lourds et bas, recouvrant le ciel d'un gris terne qui correspondait au béton sous ses bottes. Cole Morgan se tenait au bord du trottoir, tenant la portière passager ouverte tandis que sa fille, Lia, sortait prudemment de leur berline défraîchie. Elle portait une robe lavande toute douce qu'il avait trouvée dans une boutique d'occasion 3 semaines auparavant. La veille, il avait passé 1 heure à recoudre un ourlet défait, et ses cheveux étaient tressés exactement comme elle les aimait. Elle serrait contre sa poitrine un petit sac à main fait main, comme si c'était un trésor. Cole tira sur le col de sa chemise boutonnée, l'une des 2 seules qu'il possédait qui n'était pas tachée d'huile. Il l'avait repassée ce matin-là, avec une serviette humide et un fer à repasser qui produisait des étincelles à chaque fois qu'il le branchait dans la prise. Ses bottes étaient propres, éraflées, mais cirées. Ses mains, rugueuses, à force d'avoir passé des années sous des capots et entre des engrenages, portaient encore les marques d'un homme qui travaillait, même s'il les avait frottées avec beaucoup de savon. Il leva les yeux vers l'inscription dorée au-dessus de la porte. La fontaine était le genre d'endroit dont les gens parlaient à voix basse dans sa ville, le genre d'endroit réservé aux célébrations avec du bon vin et des réservations effectuées des semaines à l'avance. Mais ce soir-là, il ne s'agissait pas de se faire plaisir. Il s'agissait d'une petite fille qui méritait de sentir que le monde était magique. Elle venait d'avoir 9 ans et elle voulait se sentir comme une princesse lorsqu'ils entrèrent dans le restaurant et furent immédiatement frappés par la chaleur qui y régnait. De riches arômes d'huile de truffe et de canard rôtis flottèrent dans l'air, à la lueur vacillante des bougies. Les conversations étaient douces et raffinées, accompagnées du tintement des verres en cristal. Les serveurs glissaient sur le sol dans leurs uniformes impeccables. Cole jeta un coup d'œil autour de lui, guidant doucement Lia vers la réception. Le maître d'hôtel les vit avant qu'il n'ait prononcé un mot, son regard les balaya. La chemise d'occasion de Cole s'attarda 1 seconde de trop sur la robe simple de Lia, puis remonta vers la mâchoire mal rasée de Cole. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Puis-je vous aider ?» demanda l'homme, connaissant déjà la réponse qu'il comptait donner. Cole se redressa. « Nous avons une réservation pour Morgan 7-0. » Le réceptionniste jeta un coup d'œil au registre, puis le referma d'un coup sec. « Je crains qu'il y ait une erreur. Nous n'avons aucune trace de cela. » Cole fronça les sourcils. « J'ai appelé il y a 3 jours. J'ai parlé à quelqu'un qui s'appelle Rachel. »« Rachel ? Non. Elle ne travaille plus ici, » répondit l'homme froidement. « Et même si c'était le cas, nous avons un code vestimentaire strict. » Il prononça ces mots lentement, comme si chacun d'entre eux était destiné à faire mal.
Cole jeta un coup d'œil à Lia, qui le regardait avec un sourire perplexe. Elle ne comprenait pas encore, mais lui, oui, il comprenait parfaitement, et son estomac se noua. Cole serra les mâchoires, mais il s'efforça d'afficher un sourire calme pour Lia. Elle lui tenait toujours la main, toujours pleine d'espoir, croyant toujours à la magie des vœux d'anniversaire et des restaurants chics avec des lustres étincelants. Il ne pouvait pas laisser tout cela s'écrouler. Pas encore. Il doit y avoir un moyen, commença Cole. Mais le maître d'hôtel leva la main, non pas avec gentillesse, mais avec dédain. « Nous sommes complets ce soir », dit-il avec une politesse mielleuse qui dégoulinait de condescendance. « Même si votre nom figurait dans le livre, ce qui n'est pas le cas. Je crains que nous ne puissions accueillir des clients qui ne respectent pas notre code vestimentaire. » Lia leva les yeux vers son père. « On a fait quelque chose de mal. » Ces mots le transpercèrent plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Elle ne pleurait pas, mais sa voix était désormais faible, fragile, comme si elle commençait à comprendre que parfois, le monde ne fonctionne pas comme il le devrait, même pas le jour de son anniversaire. « Non, ma chérie, » dit Cole en s'accroupissant pour la regarder dans les yeux. « Tu es magnifique. Tu as tout fait parfaitement derrière eux. » Quelqu'un rit. Pas fort, pas méchamment, mais suffisamment pour que Cole perçoive l'amusement sarcastique dans cette risée. Un couple vêtu de noir élégant et de rouge foncé passa devant eux. En le regardant de haut en bas, il sentit le jugement le parcourir comme une décharge électrique, son visage rougit, il se leva et se retourna vers le maître d'hôtel qui arborait désormais l'expression de quelqu'un tolérant une nuisance. « Je voulais juste une belle soirée pour elle. C'est tout, Cole, » dit une voix. Basse, calme. « Elle a 9 ans, c'est son anniversaire. » Le maître d'hôtel se pencha légèrement, baissant la voix pour que seul Cole puisse l'entendre. « C'est très gentil. Mais si vous voulez que votre fille apprécie un endroit comme celui-ci, commencez peut-être par l'emmener dans un endroit qui correspond à votre budget. » La main de Cole se crispa en un point. Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir, une pensée lui traversa l'esprit. Un seul coup de poing, juste assez pour effacer ce sourire suffisant de son visage. Mais Lia tira sur sa manche. « Papa, ça va ?» murmura-t-elle. Elle essayait d'être courageuse pour lui éviter de se sentir mal. Il déglutit péniblement, clignant des yeux pour faire disparaître la brûlure dans ses yeux. « Allez, ma petite, » dit-il doucement. « Allons chercher un autre endroit. » Mais avant qu'il n'ait pu se diriger vers la porte, une voix derrière eux coupa la tension comme une lame trempée dans du miel. « Excusez-moi, » dit-elle d'un ton calme, posé, indéniablement puissant. « Je crois que vous vous trompez. » Tous les regards se tournèrent vers elle. La pièce fut plongée dans un silence gênant, le genre de silence qui fait résonner chaque cliquetis de couvert comme un coup de tonnerre glacial. Surpris, il se retourna et la vit debout devant lui. La présence de la femme eut plus d'impact que ses paroles. Elle était grande, élégante, vêtue d'une robe émeraude sur mesure qui scintillait sous la lumière ambiante comme les feuilles d'une forêt au clair de lune. Ses cheveux étaient ramenés en arrière en un chignon bas. Son maquillage était discret mais impeccable. Sa posture était royale sans être arrogante. Elle n'était pas seulement belle, elle imposait le respect. Le maître d'hôtel cligna des yeux et, l'espace d'un instant, son masque tomba. « Mademoiselle Davenport » balbutia-t-il d'un ton soudainement différent. « Je regardais » dit-elle, l'interrompant avec une politesse qui ne laissait aucune place à la discussion. « Et j'aimerais clarifier quelque chose. Cet homme et sa fille viennent d'être refoulés parce qu'ils n'étaient pas habillés de manière appropriée. » Le maître d'hôtel se redressa, désespéré de reprendre le contrôle. « Je ne faisais que suivre la politique. Alors peut-être que votre politique doit être réexaminée, dit-elle d'un ton neutre. » Son regard ne quittait pas son visage, car tout ce qu'elle voyait, c'était un père essayant de faire quelque chose de gentil pour son enfant et une petite fille qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Il ne savait pas quoi dire. Il sentit la petite main de Lia se resserrer autour de la sienne. Ses yeux étaient grands ouverts, non pas de confusion, mais d'émerveillement. « Je vous en prie. » La femme continua de se tourner vers Cole. Sa voix s'adoucit, mais son regard resta perçant. « Vous ne voulez pas vous joindre à moi ? Ma table est juste là. Il y a beaucoup de place. » Cole ouvrit la bouche, puis la referma. Il avait l'impression que quelqu'un lui avait coupé l'herbe sous le pied. « Nous ne voulons pas nous imposer, » dit-il doucement, protégeant instinctivement Lia. « De plus d'embarras, ce ne serait pas une intrusion, » dit-elle gentiment. « Ce serait un honneur. » Le maître d'hôtel resta figé, pris entre le protocole et le pouvoir. Mademoiselle Davenport lui lança un regard qui exprimait clairement ses attentes. Sans un mot, il s'écarta. Cole hésita encore un instant, puis baissa les yeux vers Lia. Son visage rayonnait, non seulement de joie, mais aussi d'espoir. « D'accord,
dit-il d'une voix basse, toujours incertain. « Si vous êtes sûr, je suis sûr, répondit la femme en souriant. Venez maintenant, la nuit ne fait que commencer, et aucune petite fille ne devrait se sentir insignifiante le jour de son anniversaire. Sur ces mots, elle les conduisit à travers le restaurant, non pas comme des invités tolérés, mais comme des personnes dignes d'intérêt, entre le tintement des verres et le murmure des conversations étouffées. Les conversations reprirent lentement tandis qu'ils traversèrent la salle, mais l'atmosphère était toujours électrique, comme après un soudain changement de pouvoir. Cole sentait les regards posés sur lui, curieux, critiques, certains même embarrassés d'avoir assisté à la scène. Sans lever le petit doigt, il garda les yeux fixés devant lui, essayant de suivre le rythme de la femme qui venait d'intervenir dans son pire moment avec un sang-froid naturel. Ils arrivèrent à une table d'angle ronde recouverte d'une nappe en lin crème et baignée dans la lumière chaude d'un lustre voisin. Les yeux de Lia s'illuminèrent comme une bougie, scintillant doucement au centre de la table, entourée de plats en porcelaine délicate et de serviettes pliées qui semblaient trop raffinées pour être touchées. « Ici », dit doucement la femme, en tirant une chaise pour Lia. « Cette place est réservée pour cette table. C'est mon anniversaire. » Girlia hésita, regardant son père qui acquiesça. Elle se glissa sur la chaise, se tenant soudainement plus droite, comme pour s'harmoniser avec l'élégance qui l'entourait. Cole prit place en face d'elle, les mains raides sur les genoux, le cœur battant encore à tout rompre. La femme s'assit en dernier, sans se presser, comme si rien de ce qui venait de se passer ne l'avait ébranlé. « Merci », dit finalement Cole, d'une voix calme mais brute. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. »« Non », acquiesça-t-elle. « Mais quelqu'un l'a fait. » Elle tendit la main vers la carte des vins et s'interrompit. « Ava Davenport », dit-elle en tendant gracieusement la main par-dessus la table. « Cole Morgan », répondit-il, en la serrant légèrement. Il ne savait toujours pas si tout cela était réel. Un serveur apparut quelques secondes plus tard. Soudain, beaucoup plus attentif qu'auparavant, Ava prit la parole la première. « Nous commencerons par de l'eau gazeuse et un Shirley Temple, avec des cerises supplémentaires pour notre invité d'honneur. » Lia rayonnait, jouant avec les bords de sa serviette. Le serveur acquiesça et se retira rapidement. Ava se tourna vers Cole. « Je sais ce que c'est que de grandir en s'entendant dire qu'on n'a pas sa place dans des endroits comme celui-ci, » dit-elle. Sa voix était plus calme maintenant, presque comme si elle se parlait à elle-même. « Mais je sais aussi ce que cela signifie quand quelqu'un vous tient la porte ouverte. » Quoi qu'il en soit, Cole regarda sa fille assise en face de lui, qui souriait maintenant, les yeux écarquillés d'admiration, et sentit quelque chose changer. Il ne savait pas comment cette soirée allait se terminer, mais pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas l'impression de porter seul tout le poids. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous pouvez répondre à cette question. Quel moment de l'histoire vous a le plus marqué? Écrivez vos commentaires, abonnez-vous pour ne pas manquer les nouveaux épisodes et activez les notifications. Jetez un œil aux vidéos à l'écran, je suis sûr qu'elles vous plairont aussi.